la voix? Parfait. Alors, c'est le titre de l'exposé que je vous ai proposé. Donc, la première partie, c'est l'importance de l'océan. L'importance de l'océan, il est à la fois naturel, c'est-à-dire pour notre planète, et socio-économique, à l'échelle mondiale. Pour notre planète, il faut se rappeler qu'il a été démontré au cours des années 90 que l'océan transporte la moitié de la chaleur que la planète, entre l'océan et l'atmosphère, transporte de l'équateur vers les pôles. Le cycle de l'eau, le cycle du gaz carbonique, le cycle de bien d'autres éléments sur Terre sont absolument contrôlés par l'océan. L'océan est un lieu de biosphère en volume, comme la biosphère océanique est répartie en 3 dimensions, contrairement à la biosphère continentale. 95% du volume de la biosphère est dans l'océan et 13% des espèces répertoriées. À peu près la moitié de ce qu'on appelle la production primaire, c'est la production de chlorophylle, en gros, se trouve dans l'eau de mer. Et aujourd'hui, face à l'évolution du climat, il faut se rappeler que l'océan absorbe probablement 25% du carbone, du gaz carbonique d'origine anthropique et surtout 93% de la chaleur liée au réchauffement climatique se retrouve dans l'océan. Et historiquement, il y a eu énormément d'enjeux de pollution et l'océan est un lieu de remédiation des métaux, c'est-à-dire la capacité à remettre ces métaux dans le système naturel en les dispersant, en les métabolisant, de façon à ce qu'ils ne s'accumulent pas de façon toxique. Reste que l'océan est un milieu méconnu, et en soi d'ailleurs, le fait qu'il soit méconnu est un élément d'importance. Et il n'est pas de décennie sans lequel on ne trouve des choses complètement inattendues dans l'océan. D'autre part, j'y viendrai tout à l'heure, il y a des effets spécifiques du changement planétaire en cours, et en particulier du gaz carbonique, qui sont propres à l'océan, qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais l'océan est un lieu d'activité socio-économique majeure. D'abord, ça a été un lieu d'importance géostratégique à toutes les époques. Rappelez-vous, les Romains, l'Antiquité s'est préoccupée de naviguer sur l'océan. Et aujourd'hui, l'essentiel des biens échangés par le commerce international en masse est transporté en bateau. Et c'est en croissance forte. Je vous montrerai ce qu'il en est actuellement. C'est un transport qui n'est pas cher. La règle de 3 simple, c'est que 20 tonnes de marchandises transportées par bateau, c'est le même coût que le transport d'un passager par avion, sur le même trajet. D'autre part, depuis toujours, l'océan est un lieu de pêche, donc de production d'alimentation, et reste encore aujourd'hui extrêmement importante. Il faut se rappeler que pour 1,5 milliard d'habitants, l'essentiel des ressources de protéines vient de la mer. C'est un lieu de production pétrolière et gazière, encore aujourd'hui, à peu près un tiers de la production pétrolière et gazière est offshore, pas seulement dans les grandes profondeurs, mais aussi dans les faibles profondeurs. Et c'est un lieu qui induit des activités économiques à terre extrêmement importantes. J'ai marqué là, par exemple, la valeur des commandes de navires en cours. Ça se compte en milliards de dollars, en centaines de milliards de dollars par an. La valeur brute de l'économie maritime, il y a plusieurs chiffres qui circulent. Le chiffre que j'ai cité ici, c'est le chiffre de l'économie au sens strict, 1500 milliards de dollars par an. C'est le chiffre de l'OCDE. Il y a d'autres chiffres qui tiennent compte de la valeur patrimoniale de l'océan, la valeur pour l'humanité de l'environnement océanique, qui sont beaucoup plus élevés, et on les trouve chez BCG ou WWF. En France, le chiffre qui est souvent cité du cluster maritime, c'est 450 000 emplois et 72 milliards de chiffre d'affaires. Il y a d'autres chiffres qu'on trouve à l'IFREMER, et ces chiffres de l'IFREMER sont différents en sens qu'il s'agit de valeur ajoutée. Et le chiffre d'affaires, évidemment, est plus important parce qu'il y a des éléments de chiffre d'affaires qui sont d'une activité économique maritime vers une autre et qu'on ne retrouve pas dans la valeur ajoutée de la même façon. Alors, quelques illustrations. La pêche.
La pêche est extrêmement importante, 100 millions de tonnes de poissons pêchés en mer par an, la courbe orangée, le rouge étant la pêche continentale, tandis que l'aquaculture est plutôt dominée par l'aquaculture continentale en bleu foncé, et l'aquaculture marine, c'est le bleu clair. Vous voyez que la somme des deux, la pêche et l'aquaculture, croît continuellement jusqu'à aujourd'hui. Par contre, depuis les années 90, l'effort de pêche ayant continué à augmenter, la capture de pêche en mer plafonne, tout simplement parce qu'on arrive aux limites des ressources marines en matière de pêche. Le commerce maritime a un taux de croissance, c'est la courbe en rouge, de quelques pourcents par an, qui ressemble beaucoup au temps de croissance du PIB. Donc, il y a une relation extrêmement étroite entre le besoin de transport sur terre, qui se traduit par du transport maritime en grande partie, et le développement économique. Et on voit les creux en 2008, à la suite de la crise des subprimes et puis les conséquences, et puis l'effondrement très important du PIB dans le monde à la suite de la pandémie du Covid et les conséquences sur le transport maritime qui a baissé de 4% par an, 4% sur l'année. C'est beaucoup moins, par contre, que la baisse du transport aérien, bien sûr. La production pétrolière, malgré la croissance de la production de gaz de schiste, vous voyez que, et d'huile de schiste aux États-Unis, la part de l'offshore pétrolier a toujours été de 29%. Reste qu'à la suite de la pandémie, vous avez peut-être vu un article dans Le Monde aujourd'hui, l'activité pétrolière mondiale, et c'était doublé par une très mauvaise gestion des pétroles du commerce, est traduit par un effondrement de la consommation de pétrole. Et on peut dire que l'activité pétrolière mondiale est rentrée dans une zone relativement inconnue. La deuxième partie consiste à parler des stress sur l'océan. Personnellement, j'identifie 5 stress majeurs. Le changement climatique, l'effet spécifique du changement climatique sur l'océan qui s'appelle l'acidification, les phénomènes extrêmes, qui est souvent une conséquence du réchauffement climatique, mais dont on sous-estime considérablement l'importance, les impacts et la taille, la pollution. Et la pollution, c'est un vieux problème. Rappelez-vous les problèmes de Minamata sur les côtes du Japon dans les années 60, avec plusieurs centaines de morts dues au déversement de mercure sur les côtes de la baie de Minamata. Et le problème de la surpêche. Ces stress sont en interaction parce que tous les phénomènes physiques, chimiques, biologiques, géologiques, écologiques et humains sont en relation étroite dans l'océan. Et ça sera le sujet du regard écosystémique que je préconise depuis longtemps. Il faut mieux comprendre l'évolution de l'océan sous l'effet de ces stress et en particulier l'adaptation du système océanique, adaptation de tous ces volets chimiques, biologiques, écosystémiques. Et ces stress induisent des besoins de pratiques de gestion et de préservation. Souvent, sur les continents, on parle de mitigation avec le mot anglais, c'est-à-dire de gestion. Mais le problème de gestion pour réduire les impacts dans l'océan sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre que sur les continents. Donc, on parle surtout de gestion des stress et de préservation de l'océan. Alors, voilà quelques illustrations. Le réchauffement climatique affecte non seulement la température dans les masses d'air, la courbe en rouge, mais également la courbe en bleu, l'évolution de la température de l'océan. Et vous voyez que la température de l'océan évolue moins vite que la température au-dessus dans l'air et au-dessus des continents, tout simplement parce que l'océan tamponne le changement climatique, a une capacité calorifique importante. Ça se traduit par de la fonte des glaces et du réchauffement de l'eau, donc de la dilatation. Et un des signaux les plus emblématiques de l'impact du changement climatique sur l'océan, c'est l'élévation du niveau des mers. Ça, c'est la courbe déduite des observations satellites depuis le début du lancement de Topex Poséidon en 1992-93 jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur plus de 30 ans, nous avons un suivi continu de centaines de milliers de points par jour
du niveau des mers qui permettent de regarder le niveau moyen et avec une précision extraordinaire. Et la courbe montre que le niveau des mers s'élève de 3,337 mm par an, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait antérieurement. Cette courbe va se poursuivre dans les années qui viennent avec le lancement de nouveaux satellites, et en particulier le 21 novembre dernier, Sentinel-6 a été lancé, qui va continuer cette série d'observations altimétriques de l'océan. Une des choses qui a été promue à Toulouse, évidemment, depuis le début des années 80. Voilà une observation du bilan de masse du Groenland. C'est l'apport principal d'eau douce à l'océan. Le Groenland perd de l'eau par fonte parce qu'il y a une élévation de la température sur les zones périphériques. Et toutes les zones rouges sont des zones de perte importante d'eau, exprimées ici en millimètres d'eau équivalent, pas en millimètres de Groenland, mais en millimètres d'eau équivalent. Autre signal physique emblématique du réchauffement climatique dans l'océan, c'est l'évolution de l'étendue des glaces de mer. Vous avez ici deux courbes légèrement différentes, mais montrant à peu près la même chose, qui est l'évolution saisonnière au cours des mois pour différentes années de l'étendue des glaces de mer, où le minimum est en Arctique mi-septembre à peu près. Et vous voyez que le minimum dans les années 79-80 et le minimum maintenant n'ont rien à voir. Il y a des périodes où l'océan Arctique a très peu d'étendue de glace de mer. Et vous avez sans doute vu dans les médias que l'année 2020 a été une courbe où le minimum encore était le plus bas de toutes ces années-là. Donc, un impact direct sur l'étendue des glaces de mer, puisque l'eau se réchauffe, et un impact induit de cette réduction de l'étendue des glaces de mer, qui fait que, en fait, l'océan Arctique se réchauffe encore plus parce que la lumière n'est plus réfléchie par la glace. L'acidification, le deuxième gros stress. Le gaz carbonique injecté dans l'atmosphère ne reste pas entièrement dans l'atmosphère. Ça, c'est la courbe d'évolution de la concentration de gaz carbonique dans l'air à Mauna Loa, qui est suivie depuis les années 50, au même point, avec une évolution saisonnière qui est liée aux plantes et à la croissance des plantes au printemps dans l'hémisphère nord. Et la courbe verte, c'est tout près, à la station Aloha en mer, l'évolution de la concentration de gaz carbonique dans l'océan de surface. En fait, le CO2 se dissout dans l'eau de surface et puis après est réparti, transporté par les courants et par la biomasse dans l'océan. Mais ce faisant, le gaz carbonique dans l'eau de mer se traduit par une acidification, et vous voyez la courbe en bleu qui est l'évolution sur toute cette période du pH au même endroit, et on voit que l'eau de mer devient de plus en plus acide, ça reste encore un pH 8, mais de plus en plus acide avec l'augmentation de gaz carbonique. Et ça aura des impacts écosystémiques, en particulier sur tous les planctons qui ont besoin de squelettes de calcaire pour survivre. Ça a un impact sur les huîtres, ça a un impact sur beaucoup d'espèces. Ce n'est pas toujours une diminution de ces espèces, quelquefois c'est une augmentation. Le troisième grand stress dont je parlais, c'était les événements extrêmes. Voilà une illustration de ce que sont les événements extrêmes sur les côtes d'Australie. Ça, c'est la côte ouest de l'Australie, ça, c'est la côte est de l'Australie. Et vous voyez qu'il y a des moments, des événements, où sur une énorme surface, il y a une anomalie ici de température très importante à cet endroit-là. Les phénomènes qui créent ces anomalies sont soit les phénomènes El Niño, la succession de phénomènes El Niño, La Niña, El Niño, etc., soit des vagues de chaleur qui sont quelquefois reliées à El Niño, mais pas toujours, soit des cyclones majeurs qui arrivent dans les différentes zones de l'océan. Et il faut réaliser l'envergure de ces phénomènes extrêmes. Ce n'est pas une petite tornade locale, ce sont des phénomènes de très grande envergure sur une grande surface d'océan, qui ont des impacts écosystémiques sur les coraux. Les événements de forte chaleur sont les facteurs principaux de destruction des coraux, mais également sur les algues de différentes espèces le long des côtes. Et donc, ces phénomènes-là sont les vecteurs principaux de dégradation des écosystèmes
On le voit bien sûr près des côtes, mais également en pleine mer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que en matière d'impact du changement climatique sur l'océan, les variations et le changement d'importance, d'intensité des phénomènes extrêmes est un phénomène extrêmement sensible qu'il faut surveiller, particulièrement dans les zones tropicales. Quatrième grand stress, la pollution. La pollution dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce sont les rejets de plastique dans l'océan, avec ce qui s'appelle dans les médias les océans de plastique, qui se retrouvent essentiellement, je vais revenir, ça y en a rien, au milieu des Djaï, au milieu de l'océan Atlantique en mer des Sargasses, mais également dans les autres océans. Et cela vient essentiellement des rejets depuis les continents. Cette carte montre les rejets ou les zones de dépôt de plastique mal gérées, dont une partie importante va se déverser dans l'océan. Il ne faut pas croire, il y en a dans tous les pays, y compris la France ou les autres pays européens, mais l'essentiel vient de l'Asie et va se retrouver dans les zones du Pacifique. Et ces rejets de plastique dans l'océan, le plastique n'est pas préservé, il se détériore, il se fragmente, il devient sous forme de microparticules, voire de nanoparticules, et ce n'est pas mieux. Parce que ces nanoparticules, du coup, sont transportées de façon très facile partout dans l'océan. On trouve des particules de plastique partout. Et d'autre part, sont plus facilement ingérées au sein des écosystèmes, y compris par le zooplancton. Et donc, se propagent de façon parfois toxique dans tout l'écosystème. Et donc, c'est une source de pollution importante. Ce n'est pas la seule source de pollution. Les autres sources de pollution continuent d'exister, en particulier le nitrate dans les zones côtières et des choses comme ça. Et enfin, le dernier stress dont je parlais, c'est la surpêche. Malgré des décennies d'alerte sur la surexploitation des stocks de poissons dans l'océan, les efforts de pêche ont continué de croître, le besoin de poissons a continué de croître, et par conséquent, dans les stocks de pêche, depuis le milieu des années 2010, pratiquement la totalité des stocks de pêche sont soit surexploités, soit exploités au maximum. Et ça a vraiment du mal à s'inverser, malgré toutes les recommandations, malgré les données, malgré la gestion responsable des pêches qui est promue, y compris par les professionnels. Alors, la troisième partie consiste à se poser la question, mais que faire par rapport à ça? Mon analyse depuis très longtemps, depuis que j'étais à l'IFREMER, c'est qu'on ne peut pas se dire il faut simplement de la connaissance. Il faut un ensemble de choses, la connaissance en étant un élément important, mais il faut des technologies marines, des activités économiques. On ne va pas empêcher d'avoir, comme vu leur importance, d'avoir des activités économiques marines. Il faut des politiques publiques, d'autant plus que l'océan est un milieu international pour l'essentiel. Il faut des outils. Il n'y a pas de politique publique sans des outils d'aide de contrôle. C'est frappant en ce moment pour les aires marines protégées. Elles sont souvent désignées comme aires marines protégées, mais pas surveillées. Et il faut de la gouvernance, d'autant plus que ça doit être de la gouvernance internationale. Tous ces phénomènes sont en interaction extrêmement étroite. On ne peut pas avoir de nouvelles connaissances sans nouvelles technologies. Mais les nouvelles technologies sont les outils clés pour avoir des outils de contrôle. On ne peut pas avoir de bonne gouvernance sans contrôle. On ne peut pas avoir d'évolution plus durable des activités économiques sans connaissance et sans technologie. Donc, il faut avoir un regard sur l'ensemble de ces éléments, sur leur dynamique, sur leur manière de bien les faire, et en particulier de bien les faire à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'ensemble qu'il faut faire marcher tous ensemble. Et c'est pour ça que je dis toujours, attention, il faut un regard systémique. On a les mêmes enjeux sur les continents. Mais dans l'océan, tous ces sujets-là évoluent avec des rythmes propres et des modes d'évolution qui leur sont spécifiques. Et donc, il faut les comprendre de façon spécifique pour l'océan. Alors, je vais illustrer quelques-uns de ces éléments. En matière de démarche politique, il y a eu une sensibilisation extraordinaire au cours de la décennie passée sur l'importance de l'océan pour l'humanité et énormément
d'enjeux ont été mis sur la table avec des objectifs politiques approuvés par les différents États. Il y a eu évidemment la mise en place d'outils de connaissance, d'expertise, le Ocean Assessment, qui est géré par l'UNESCO, un petit peu comme le GIEC pour le climat. Il y a, en matière océanographique, une organisation intergouvernementale qui s'appelle l'IOC, qui est l'équivalent pour l'atmosphère de ce qui s'appelle WMO, l'Organisation météorologique mondiale. Eh bien, il y a une organisation océanographique intergouvernementale qui est gérée à l'UNESCO à Paris et qui publie des analyses, c'est très focalisé sur la science, des analyses sur l'état de la science et qui sont diffusées partout et qu'on peut trouver sur Internet, bien sûr. Le G7 s'en est aperçu qu'il y avait un problème et a pris des positions. Alors, vous savez quelles sont les conséquences des positions du G7, ce n'est pas toujours très satisfaisant. L'OCDE a analysé l'importance économique et a publié un rapport dont je mentionnais le 6 chiffres tout à l'heure sur les perspectives de l'importance économique de l'océan en 2030. Il y a une stratégie de la mer européenne qui est une stratégie de croissance économique avec justement un regard systémique qui est revisité régulièrement. Et la France n'est pas en reste. La France a depuis une bonne décennie une stratégie maritime, et cette stratégie maritime a été relancée, notamment cette relance au cours de l'année dernière s'est conclue par un discours du président de la République devant le cluster maritime en novembre dernier, dont on peut trouver la présentation sur Internet également. Donc vous voyez qu'il y a énormément de démarches à différents niveaux de l'organisation mondiale, et il y en a évidemment dans d'autres organisations que l'Union européenne, dans d'autres zones du monde. Et je disais que le regard de l'océan était un peu systémique. L'Union européenne a identifié 5 secteurs de forte croissance potentielle dès 2010. L'énergie, avec le développement des énergies renouvelables en mer, l'aquaculture, le tourisme. Le tourisme, il ne faut pas se tromper, est pour l'océan le premier vecteur économique de l'utilisation de l'océan en France, mais également dans beaucoup de pays du monde. Et l'Europe est un pays maritime. L'Europe est un continent maritime. À part très peu de pays, tous les pays européens ont des côtes. Les ressources minérales en mer, potentiel de croissance, on pourra en discuter si ça vous intéresse. La biotechnologie marine, qui, elle, est extraordinaire, vous ne savez peut-être pas, mais les transformations enzymatiques pour faire des PCR, pour faire des tests génétiques, souvent viennent de bactéries marines. Et il faut 3 éléments, la connaissance, la planification et la surveillance. Donc, c'est bien cohérent avec ce que je disais. Je suis content parce que je disais ça quand j'étais à l'IFREMER, bien avant que l'Union européenne n'écrive sa stratégie en 2010. Je disais, il faut exploiter, et on ne peut pas faire d'exploitation d'une zone aussi essentielle sans aussi la protéger. Et il y a une convention internationale qui liée à la Convention de la biodiversité, qui disait qu'il fallait développer les aires marines protégées avec des objectifs pour 2020. On est en 2020. Est-ce que les objectifs sont atteints? Non. Il y a à peu près 5% de l'océan qui ont fait l'objet d'aires marines protégées, mais encore d'autres qui sont en cours de développement, et on est assez loin de l'objectif que l'humanité s'était donné il y a 30 ans. Donc, ça ne va pas aussi vite. Mais le problème est bien plus grave, c'est que parmi les zones désignées comme protégées, il y en a qui sont bien surveillées. Et donc, il ne peut pas y avoir de pêche irresponsable, le tourisme est contrôlé, etc. Mais par contre, l'essentiel des zones sont très peu surveillées, en particulier quand elles sont très loin, et parce que ça coûte cher, parce qu'il faudrait des bateaux dédiés, parce qu'il faudrait des outils satellites, etc. Et par conséquent, on a un vrai problème de surveillance des zones protégées. Je disais qu'il fallait de la connaissance. L'Europe a l'avantage d'avoir un grand nombre d'instituts de recherche marine, comme l'IFREMER, le CNRS, etc. Et ces instituts de recherche marine se sont organisés depuis 30 ans maintenant,
en un bureau dont les membres sont les responsables de ces instituts de recherche marine, qui travaillent ensemble, notamment à élaborer des stratégies de recherche communes qui sont en fait la base de l'élaboration des programmes de l'Union européenne et souvent en fait réutilisés à l'échelle nationale pour les programmes nationaux. Et le Marine Board publie tous les 5 ans à peu près, j'ai été président pendant 8 ans du Marine Board, donc je connais bien, un rapport sur la stratégie de recherche marine. Le dernier a été publié en juin 2019, vous pouvez le trouver intégralement sur Internet. Et ce sont des rapports sophistiqués qui changent quelquefois de regard, c'est le cas du dernier. Et je ne vais pas vous décliner tout ça, simplement attirer votre attention sur quelque chose que je vous ai dit. Le Marine Board dit « L'océan est une science de surprise. Très régulièrement, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas du tout en océanographie. Et c'est une science qui dépend fortement de nouvelles technologies, en particulier technologies in situ, satellites, qui dépend beaucoup des nouveaux moyens de communication, qui dépend beaucoup des technologies de marinisation d'instruments, etc. Et donc, il faut à la fois s'attendre à des choses qu'on ne connaît pas et à la fois développer des technologies sans cesse pour obtenir ces nouvelles connaissances. Le deuxième gros élément dans la vision du Marine Board, c'est que tout problème océanique prend une forme extrêmement complexe liée à toutes les interactions entre les phénomènes. Là, c'est un exemple particulier, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez l'analyser, mais pour regarder un problème, il s'agit ici d'un problème écosystémique, il faut se poser la question non seulement du fonctionnement de l'écosystème, mais de l'impact du changement climatique sur ce écosystème, de son exploitation, soit directement par de la pêche, pour la nourriture, soit indirectement, par exemple, par du tourisme. Et tous ces phénomènes sont en interaction, soit directement dans le milieu naturel, soit indirectement. Et quand on veut comprendre ce qui se passe, suivant la question qu'on pose, il va falloir suivre une ligne. Je veux du tourisme. Quels sont les éléments clés qui vont déterminer ma capacité à maintenir du tourisme? Ou je veux, au contraire, juste comprendre quelle est la production secondaire dans cette zone-là de l'océan, et ça sera d'autres éléments. Mais il faut avoir en tête que tous sont en interaction plus ou moins intense. Et donc, ce regard systémique se traduit par un nouveau regard beaucoup plus complexe qui est décliné par le Marine Board sur les besoins de connaissances. Et pour avoir des besoins de connaissances, pour avoir de l'expérience, pour avoir de l'exploitation, il faut de l'observation, de la donnée. Et depuis les années 2000 à peu près, s'est développé quelque chose qui s'appelle le Global Ocean Observing System, qui est une organisation intergouvernementale dont le bureau est à Genève, et qui élabore des stratégies d'observation de l'océan, des stratégies à la fois de développement d'outils et de déploiement de ces outils, qui est un enjeu majeur, bien sûr, et puis de gestion de la donnée et de traitement de la donnée pour en faire des outils de connaissance ou des informations d'expertise pour les utilisateurs. Donc, il y a une construction continue d'observation qui s'élabore et qui utilise toutes les technologies possibles et que Goose rappelle. Et Goose élabore une stratégie qu'elle remet à jour régulièrement, et le dernier a été mis à jour en 2019 pour une stratégie 2030. Alors voilà un des éléments que j'aime énormément sur l'observation de l'océan. Il s'agit des flotteurs Argo, vous ne savez peut-être pas, il y a dans l'océan aujourd'hui 4000 flotteurs qui vont et viennent entre la surface et un peu plus de 2000 mètres de profondeur, dérivent en prenant des mesures à 2000 mètres de profondeur, remontent à la surface périodiquement, disons tous les 10 jours, transmettent leurs observations par satellite et replongent. Et bien sûr, font aussi des mesures pendant la trajectoire de plongée. Ils sont largués par les instituts de recherche dans l'océan, et c'est un travail collectif de façon à ce qu'ils soient largués un petit peu partout et se répartissent sur tout l'océan. Et vous voyez là où ils sont aujourd'hui. Il s'agit d'une carte qu'on peut trouver sur Internet, soit de l'UCAD, soit sur le site Aviso de l'Ifremer, et on voit l'ensemble des positions de ces flotteurs. Ils ne sont pas tous de la même couleur sur la carte parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes types d'instruments. Mais vous voyez qu'on dispose avec cela d'une observation tridimensionnelle, puisque ça va en profondeur, qui est assez dense.
Mais ce n'est pas à l'échelle des besoins d'observation. Il faudrait quelque chose qui est bien plus grand. Il faudrait d'autres capteurs que ce qu'on est capable de mettre sur ces flotteurs. Et donc, il faut associer ça avec d'autres mesures. Et une autre type de mesure, ce sont les mesures satellites. Et puis après, il faut intégrer toutes ces opérations. On a la chance en France d'avoir créé quelque chose qui s'appelle Mercator. Les prémices datent de la fin des années 80, mais Mercator a été créé dans les années 90. Et Mercator est un outil qui fait la même chose que la prévision météorologique. Il dispose d'accès aux plus gros ordinateurs à Toulouse, d'outils de représentation numérique des courants, mais aussi des écosystèmes marins, de technologies permettant d'ajuster l'état de ce modèle numérique aux observations, on appelle ça de l'assimilation de données. Et à partir de là, on a un modèle numérique qui est réaliste, parce qu'il est très proche des observations à la date d'aujourd'hui, en prenant tous les types d'observations disponibles, et il est capable de faire une prévision de l'évolution des paramètres. À gauche, il s'agit de la prévision, la date apparaît ici, il s'agit du 16 février, c'est une prévision pour la semaine prochaine, des courants. Donc, vous voyez le Gulf Stream, vous voyez les courants tropicaux, vous voyez le courant antarctique circumpolaire, les zones rouges, c'est les courants plus intenses, et vous voyez les zones des Djai, les zones où les courants sont moins intenses, là où les plastiques s'accumulent, et la mer des Sargasses, par exemple. Et à droite, c'est la même chose, mais pour la température, et on a la température, ces cartes de température à toutes les profondeurs, il s'agit ici de la température de surface. Mercator est tellement bon qu'il a été identifié par le programme européen Copernicus comme la cheville ouvrière de l'outil de fourniture d'informations opérationnelles pour les besoins de connaissances et d'exploitation de l'océan en Europe. Et donc, Mercator, ce n'est plus simplement un système français, c'est un système européen reconnu et financé par Copernicus. Donc voilà, la vision que j'en ai, c'est qu'il faut penser toutes ces dimensions systémiques. Bien sûr, il y a besoin de connaissances et de technologies, mais il ne faut pas penser l'océan sans sa gouvernance, sans ses aides à la gouvernance. Et quand on développe les connaissances, il faut penser aux implications pour l'exploitation et aux implications pour la gouvernance de l'océan. Voilà, ma conclusion, c'est qu'il faut penser l'océan en 4 dimensions, c'est-à-dire y compris la dynamique, l'évolution temporelle, et en prenant tous les aspects en interaction les uns avec les autres. Il y a un enjeu majeur face au stress océanique qui est l'évolution de l'océan face à ce stress. Il va y avoir des surprises. L'océan va s'adapter, mais quelquefois, ça va être des ruptures, des changements de mode de fonctionnement de l'océan qui sont possibles dans les décennies à venir. Pour ça, il faut l'observer et des outils de simulation numérique et de prévision, et on en dispose aujourd'hui. Pour cela, il faut des technologies. Et les technologies, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement la mesure par satellite ou in situ, mais c'est aussi les technologies de gestion de la donnée, d'intégration dans la simulation numérique et des outils pour l'exploitation durable de l'océan. Il n'y a pas de bonne exploitation qui ne soit durable aujourd'hui. Et on a besoin de personnes, de personnel qui ait ce regard-là. Donc, il faut bien sûr des spécialistes, mais des spécialistes capables de comprendre les enjeux autres que les enjeux de connaissance, de les appréhender, d'y contribuer et d'avoir un regard systémique sur l'océan, ce qui est beaucoup plus difficile à développer que les connaissances de spécialistes. Voilà la présentation. François, je te passe la parole. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Jean-François Master, pour cet exposé. Tout le monde aura apprécié donc le caractère très accessible. Hein. On est bien là dans de la médiation scientifique et bien sûr la pédagogie. Je crois que tout le monde a bien saisi à la fois l'importance de l'océan, les stress auxquels il doit faire face et la façon dont la communauté internationale s'organise, et la recherche en particulier, pour mieux le connaître et mieux maîtriser donc tous ces aspects qui sont en synergie. Alors, puisque j'ai la parole, j'en profite peut-être pour lancer un peu la discussion.
Moi, j'ai lu dans la presse que la France venait de gagner encore 150 000 km² d'espace maritime. C'est extraordinaire. Alors, c'est grâce à un programme de détermination des limites du plateau continental. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux sous-jacents? Alors, effectivement, le droit de la mer a été déterminé par une convention qui s'appelle la Convention de Montego Bay signée en 1992, ratifiée par la suite. Et cette convention prévoyait non seulement les eaux des pays, mais les zones économiques exclusives, qui sont des zones qui ne sont pas la propriété des pays, mais où les ressources immobiles, comme les ressources pétrolières ou minérales, le pays a une priorité ou une autorité sur l'exploitation de ces ressources. Ça ne veut pas dire qu'il va les exploiter lui-même, mais c'est lui qui a l'autorité pour donner les droits d'exploitation. Et il ne s'agit pas de la pêche, il s'agit des ressources immobiles. Et cette convention prévoyait la possibilité d'étendre ces zones économiques exclusives, qui font à peu près 200 000 au-delà des côtes, suivant une règle qui était l'extension du plateau continental. Si le plateau continental du pays va plus loin que les 200 000 et que le pays peut démontrer cela, il peut réclamer à la Convention de Montego Bay, à un bureau qui est à la Jamaïque, le droit d'étendre sa zone économique exclusive. La France a décidé, compte tenu de ces îles, non seulement du territoire métropolitain, mais des territoires d'outre-mer, d'essayer de démontrer qu'il pouvait étendre son plateau continental. Et c'est un programme qui a été lancé quand j'étais à l'IFREMER et qui a mobilisé les moyens du service hydrographique de la marine, de l'IFREMER et d'autres organismes de recherche, mais surtout ces deux-là, qui ont fait des campagnes océanographiques financées par le gouvernement pour obtenir les données. Et puis la France, après, a constitué des dossiers qu'il a déposés auprès de la Jamaïque, auprès du bureau, et le bureau a décidé d'attribuer ça. Alors, c'était compliqué parce qu'il fallait, on est toujours voisin de quelqu'un, et donc il fallait déposer des dossiers en accord avec les pays voisins. Il fallait négocier préalablement où était la frontière, parce que s'il y a un plateau continental de la France au large de la Bretagne, il y a aussi un plateau continental de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Et donc, il fallait négocier les systèmes. Et donc, la France a fait ça systématiquement, île après île, en commençant par des priorités, notamment la mer d'Iroise, mais également le large de la Guyane. Et ces priorités étaient déterminées par le potentiel de ressources qu'il pouvait y avoir, de ressources immobiles, sur laquelle la France pouvait avoir des autorités d'exploitation. Et c'est un programme qui était long parce qu'il fallut faire ses campagnes, ses dossiers et obtenir ses autorisations, et que la France pouvait gagner plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc, c'était beaucoup de travail, mais ça se termine. Parfait. Alors, je vois une question sur le CO2. L'accroissement du CO2 de l'océan a-t-il des effets bénéfiques sur le phytoplancton et les algues, alimentation des espèces végétariennes? Non. Alors, c'est pas la même situation que sur Terre. Effectivement, sur Terre, l'augmentation de CO2 pour certains types de plantes augmente le rendement de la réaction chlorophyllienne, et certaines plantes, quand il y a une augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, croissent plus. Ce n'est pas le cas dans l'océan parce que l'océan, de toute façon, est très riche en gaz carbonique et en carbonate. Donc, ce n'est pas une limitation pour les plantes. L'acidification est un enjeu de croissance des espèces planctoniques qui ont besoin de squelettes de carbonate de calcium et d'espèces plus grosses aussi. Mais ce n'est pas systématique. Quand on regarde, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au cours des 20 dernières années pour essayer de voir quelles étaient les espèces pour lesquelles c'était catastrophique et les espèces pour lesquelles l'acidification était bénéfique. Et l'acidification est bénéfique pour certaines qui ont la capacité de gérer ça. En général, c'est parce qu'il y a de la matière organique autour du squelette qui est capable de gérer la concentration de gaz carbonique. Et donc, ce que cela fait, c'est pas seulement une destruction d'espèces planctoniques, mais ça induit des remplacements d'espèces par d'autres qui s'en trouvent mieux.
il existe dans l'océan des zones où il y a beaucoup de gaz carbonique, notamment près des zones volcaniques, où il y a des émissions de gaz volcanique, et on voit dans ces zones-là des écosystèmes particuliers, d'espèces qui aiment bien avoir beaucoup de gaz carbonique. Donc, c'est des effets, on ne peut pas dire bénéfiques, c'est des déplacements des espèces au sein de l'écosystème. Alors, puisqu'on est sur le CO2, je rebondis peut-être une explication sur un phénomène. On dit que les mangroves et puis les marais côtiers plus généralement sont les écosystèmes qui stockent le plus le CO2. J'ai même lu quelque part 10 fois plus que l'Amazonie. Alors, est-ce que c'est vrai, d'une part? Et est-ce que, si c'est vrai, on peut imaginer des programmes assez volontaristes pour préserver la mangrove ou mieux encore pour favoriser son extension? Alors, oui, la mangrove est un écosystème. Comment est-ce qu'un écosystème stocke du carbone? C'est que la croissance des plantes fabrique de la matière organique, de la cellulose, etc. Et cette matière organique est sédimentée, dans le cas de l'océan, ou fait du sol, et stockée dans le sol. Et si le sol n'est pas réutilisé, par exemple labouré, et que l'humus s'accumule, on finit par faire un stock de carbone dans le sol. Dans une forêt, il y a plus de carbone dans le sol qu'il n'y a de carbone dans les arbres. Et donc, les mangroves sont un système où la capacité de sédimenter et de stocker la matière organique est importante parce que ces détritus viennent sous l'eau, sont bloqués par les plantes et fabriquent un humus marin important. Donc, par unité de surface de mangrove, il y a effectivement une quantité de carbone stocké qui est très importante. Simplement, après ça, pour regarder l'importance sur Terre, il faut multiplier par la surface de mangrove, qui est le long des littoraux n'est pas très importante. Est-ce qu'il faut préserver les mangroves? Oui, absolument. Parce que les mangroves sont pas seulement un lieu de stockage de carbone, c'est aussi un lieu de ponte, de vie. Il y a beaucoup d'espèces marines, les crevettes par exemple, qui se multiplient dans les zones de mangroves, qui pondent dans ces zones-là et puis après vont en mer. Et donc, c'est un lieu extrêmement important pour les écosystèmes. C'est un lieu de préservation du littoral. Quand il y a de la mangrove, le littoral est beaucoup moins érodé. Et par exemple, ça peut faciliter les cordons littoraux, ce qui est important, par exemple, en cas de tsunami. Et donc, les mangroves sont extrêmement importants pour le littoral. Et donc, il faut absolument chercher à les préserver. La dynamique d'évolution des mangroves est complexe. Et elle est très étudiée, en particulier en Guyane. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a des phénomènes naturels, les changements sédimentaires, les apports des rivières, etc., qui interagissent avec les phénomènes humains. L'exploitation du littoral par l'homme, les changements d'habitat, les changements de sédimentation, etc. Est-ce qu'on peut faire croître la mangrove? C'est pas très facile. La mangrove pousse dans des zones d'écosystèmes très précis en termes de profondeur d'eau, d'intensité des courants, de nature des sédiments, etc. Donc, on ne va pas faire de la mangrove artificielle si facilement que ça. Merci. On passe à une question un peu plus géopolitique. Peut-on faire confiance à la Chine pour réduire sa contribution au stress sur l'océan? Joker. La Chine a toujours annoncé que, depuis pas mal de temps maintenant, qu'elle allait progresser vers le développement durable. Mais il faut lire les annonces pour ce qu'elles sont. Pour le moment, la Chine cherche à améliorer l'intensité énergétique de son économie. Non pas à réduire ses émissions de gaz carbonique, mais à faire moins d'émissions de gaz carbonique par unité de production économique, de PIB. C'est ça qu'on appelle l'intensité énergétique d'une économie. Et ça ne veut pas dire diminuer ses émissions. Ça veut dire faire un petit peu mieux que ce qu'ils font. Mais la Chine continue de construire des centrales à charbon parce que c'est une population qui continue de croître et une population qui a encore besoin de développement. Il faut se rappeler qu'en Chine,
il y a des centaines de millions d'habitants qui vivent comme nous, mais il y a de l'ordre du milliard d'habitants qui sont des gens très pauvres. Donc la Chine a un besoin de développement majeur et c'est un enjeu de stabilité politique extrêmement important. Donc la Chine n'a guère de choix que de développer son économie, continuer à développer son économie, pour ça a besoin d'énergie parce que son économie n'est pas une économie tertiaire pour le moment. Merci. Alors, une question plus de géophysique. Peut-on s'attendre à une modification de la trajectoire du Gulf Stream et quelles conséquences pour les divers systèmes évoqués? Alors, c'est un sujet pour lequel je n'ai pas lu de publication récente. Alors, je ne suis pas forcément complètement à jour. Effectivement, le réchauffement climatique modifie la circulation des océans. La chose principale que ça fait, c'est que la modification de la température en Arctique modifie les systèmes de formation d'eau profonde qui ont lieu dans ces zones de haute latitude. Et ces formations d'eau profonde sont couplées à la circulation des courants dans les zones tempérées comme le Gulf Stream. Et par conséquent, ça fait longtemps qu'on s'interroge, est-ce que le réchauffement climatique va induire des modifications du Gulf Stream? Si vous lisez le dernier rapport du GIEC, le rapport dit il y a des publications qui disent cela, mais il y a tout autant de publications qui ne voient pas grand-chose. Et on n'est pas totalement sûr qu'on voit déjà aujourd'hui des modifications du Gulf Stream, mais ça peut arriver. Alors, ça ne sera pas un arrêt du Gulf Stream, ça on ne peut pas le faire, mais ça peut être une modification d'intensité. Le Gulf Stream, c'est une machine complexe qui transporte au large du Cap Hatteras de l'ordre de 30 millions de mètres cubes par seconde, 30 fois le total des rivières du monde. Donc, cette machine-là, si elle change, ça change beaucoup de choses en retour sur le climat. Je sais qu'il y a eu des publications récentes qui ont revisité le problème, notamment avec les données des bouées Argo, mais je suis désolé, je n'ai pas lu. Alors, au rythme actuel du changement climatique, sur un scénario RCP 8.5 en 2100, quelle sera la valeur prévisible du pH océanique et quels en seront les impacts? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Il faut relire les rapports du GIEC pour savoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas par cœur. Alors, une question beaucoup plus générale. Que peut-on faire à notre petit niveau pour préserver les océans? Eh bien, d'abord, si on regarde les grands stress, le changement climatique notamment, le changement climatique, ce n'est pas que l'affaire des gouvernements. C'est l'affaire des gouvernements, des acteurs économiques, des collectivités et des individus. Et ça ne se passera pas sans que tous ces acteurs agissent. Donc, chacun a son rôle à jouer à son petit niveau. Quand on ne fait pas grand-chose, mais qu'on est 6 milliards à le faire, ça fait beaucoup. Donc, on est tous concernés. Et cela se traduira par éventuellement un ralentissement de la croissance du gaz carbonique. Simplement, on est dans un système qui a une très, très forte inertie. Donc, le réchauffement climatique, il est en route et il ne va pas se ralentir si vite que ça. Ça mettra des décennies à se ralentir. On peut agir sur les enjeux de pollution. Quand on est près des côtes, on fait du tourisme, on habite, la pollution que l'on laisse dans la nature finit généralement à l'océan. On a une responsabilité. On a une responsabilité partout sur les continents, mais près des côtes, ça va à l'océan. On a une responsabilité, bien sûr, sur l'utilisation des ressources. Bon, vous savez, j'ai travaillé 10 ans chez Total, donc un gros fabricant de plastique. Mais chez Total, une des choses que je mettais en avant, c'est de dire attention, le plastique, c'est un produit extraordinaire, mais il faut favoriser son utilisation là où c'est de l'utilisation de longue durée recyclable. Il faut mieux faire un tuyau en polypropylène qu'un tuyau en métal. Un tuyau propylène, ça dure très longtemps et c'est récupérable. Par contre, un film plastique, du point de vue environnemental, c'est pas génial.
Donc, alors que c'est des gros tonnages, hein, les films plastiques. Mais qui utilise les films plastiques? Nous tous. Et comment est-ce que les films plastiques disparaissent? Par des politiques gouvernementales, des réglementations qui interdisent la vente, donc qui contraint l'usager. Mais c'est donc tout le système de gouvernance, mais il faut que l'usager au bout de la chaîne joue le jeu et se rabatte sur des choses où il soit conscient que c'est plus durable. Donc on a un rôle à jouer sur tous ces phénomènes, chacun à son niveau, et ça ne se fera pas, encore une fois, sans la contribution de tout le monde. Merci. Alors, un sujet qui n'a pas été évoqué, que connaît-on de l'évolution du bruit, donc des sources sonores, liées aux activités humaines dans l'océan et de son impact sur la biosphère? Est-ce inclus dans les 5 stress mentionnés en début d'exposé? Alors, bonjour Philippe Rogel, j'ai vu que c'était toi qui posais la question. Philippe Rogel a fait sa thèse avec moi. Donc, alors, le bruit océanique est un enjeu bien connu de tous les gens qui font du transport maritime et notamment d'exploitation pétrolière. Bien connu, malheureusement pas si bien connu que ça. On sait assez bien déterminer le bruit, sa propagation et la distance de propagation. Donc, à quelle distance ça va avoir une pollution sonore pour l'océan. Par contre, quand les études que j'avais pu regarder quand j'étais chez Total pour regarder l'impact sur les espèces marines de ce bruit sont assez compliquées à interpréter. S'il s'agit des espèces qui ont besoin de communiquer acoustiquement, comme les dauphins, etc., vous savez ce qu'ils font? Ils s'éloignent. Les études sur des espèces comme les crabes, des choses comme ça, en matière de reproduction, en matière de physiologie, ne montraient rien de particulier. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas affectés? Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Par contre, on voit bien aussi qu'on peut mieux faire, d'une part en le réduisant, en l'utilisant à bon escient, le bruit des moteurs de voitures, de bateaux, le bruit des explosions pour faire de la sismique, etc. On peut mieux le gérer. Et en particulier, ne pas le faire dans des zones sensibles. Quand on est près d'une aire marine protégée ou d'une baie, ce qui est le cas dans certaines zones de l'océan Indien, des baies où les espèces animales se réfugient et se reproduisent, c'est de bon sens que de ne pas faire de bruit dans ces zones-là, ne serait-ce que par précaution. Et donc, de plus en plus, je pense qu'il faut identifier, c'est comme pour les aires marines protégées, des zones sensibles, critiques pour les écosystèmes, pour l'environnement marin, pour la planète, et éviter d'y faire de bruit parce que ça, c'est facile à faire. Je rebondis un instant, mais alors la recherche de gisements pétroliers en mer avec des explosions, c'est pas très bon ça? Pour le bruit, oui. Si on le fait dans des zones sensibles, non, c'est pas bon. Il faut pas le faire là. Alors, on a des questions assez pointues. Hein. Alors, l'étude publiée dans Marine Policy a passé en revue 524 AMP. Il faudra rappeler peut-être ce que signifie AMP. Et on a conclu que seulement 1,6% du domaine maritime français bénéficie d'un statut de protection haute ou intégrale avec un plan de gestion, une réglementation exigeante et des moyens pour la faire appliquer. Peut-on mieux faire? Alors, je pense que AMP, ça veut dire aire marine protégée. Hein. Ah oui, oui. Et effectivement, la France a annoncé des très grandes surfaces d'aires marines protégées en accord avec les conventions internationales, en tirant parti de ces territoires, ces zones économiques exclusives, tout le pourtour des îles éparses dans le canal de Mozambique, des choses autour d'îles du Pacifique, etc. Et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est bien d'avoir désigné ces zones-là comme zones marines protégées, mais si on n'y envoie pas de bateau et qu'il y a un pêcheur coréen, par exemple,
je ne vais pas dénigrer, mais il y a beaucoup de bateaux dans le sud, dans l'hémisphère sud qui sont d'origine coréenne, eh bien, il va pêcher, et puis voilà. Et donc, une aire marine protégée qui n'est pas surveillée, qui n'a pas d'outils de surveillance, ça marche pas très bien. Et alors évidemment, quand c'est en mer d'Iroise, c'est facile de surveiller, enfin, relativement facile, c'est coûteux, mais c'est possible. Si c'est très loin, on peut surveiller en utilisant les techniques satellites et des choses comme ça, ou des bouées autonomes, mais il faut aussi agir, il faut faire la police. Et la France a une responsabilité de faire la police, mais à ce moment-là, c'est la marine qui est amenée à agir. Et la marine, elle n'a pas assez de bateaux pour toute la surface d'aires marines protégées de la France. Et elle a d'autres enjeux que des aires marines protégées. Donc, c'est compliqué, c'est cher. Et est-ce qu'on peut mieux faire? Je pense que on peut beaucoup déjà mieux faire en termes de surveillance. Et on doit continuer à agir en termes de gouvernance, c'est-à-dire être capable, si on a identifié des contrevenants, de les poursuivre, y compris avec des observations à distance. Ça progresse. Est-ce qu'on pourra faire la police sur place? Je pense que ça restera difficile. C'est trop cher. Merci. Alors, il faut continuer. Donc, il y a pas mal de questions. Là, une question de quelqu'un qui a vu avec beaucoup d'attention une des courbes projetées. Sur les courbes de concentration du CO2 enregistrées à Mauna Loa, on voit que la variation saisonnière liée à la croissance de la végétation est de l'ordre de 8 à 10 ppm. Je suppose que c'est la même variation pour la concentration de l'oxygène, sachant que cette variation de 8 à 10 ppm se rapporte à une concentration de l'oxygène proche de 200 000 ppm. Je suis intrigué d'entendre souvent que l'océan nous fournit la moitié de notre oxygène, alors que la variation du flux d'oxygène entre océan et atmosphère représente seulement quelques 100 millièmes de la valeur moyenne de la concentration en oxygène. Oui. Alors, que les évolutions de CO2 se traduisent par des évolutions de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère, et en particulier les évolutions saisonnières, oui, c'est un fait. Mais évidemment, ça se voit pas beaucoup, et les chiffres sont indiqués sur la question. On rapporte à une concentration d'oxygène très élevée, donc ça fait des variations relatives toutes petites. Mais on les mesure, elles sont observées. Alors, les phrases comme quoi l'Amazonie est le piège du CO2, l'océan nous fournit la moitié de l'oxygène, sont des raccourcis saisissants. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai comme ça. C'est un raccourci parce que, en fait, ce qui est sous-jacent à cette affirmation-là, c'est que la production biologique de l'océan va induire de la captation de CO2, du carbone, et va laisser l'oxygène dans le système. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus compliqué que ça. Et donc, moi, une phrase comme ça, je dis, c'est une phrase qui percute médiatiquement, mais scientifiquement, je pense que on peut pas dire ça. Ok, alors on a une question encore un petit peu complexe, mais plus philosophique, et après des questions plus terre à terre, plus simples en tout cas. Je vous la lis. André Lebeau, dans son livre L'enfermement planétaire, essayait de penser les premiers lieux où pourrait se produire une accélération des changements, des ruptures et des impacts conséquents. Il pensait aux grandes mégalopoles et à leur très forte dépendance à tout niveau. Est-ce qu'on peut essayer de faire la même analyse pour les océans, les zones où l'on pourrait voir une accélération brutale, peut-être imprévisible, des changements en cours? Oui, d'après ce dont je me souviens, André Lebeau, il parlait surtout des communautés humaines, pas seulement des écosystèmes. C'est pour ça qu'il mettait l'accent sur les mégalopoles. Mais ça fait rien. Il est vrai que toutes les zones océaniques ne sont pas aussi sensibles aux différents stress dont je parlais
Et je pense que s'il y a une zone océanique à citer comme étant extrêmement sensible et susceptible d'avoir un impact sur l'ensemble du fonctionnement climatique planétaire, c'est l'Arctique. C'est lui qui a des impacts directs et indirects comme la fonte des glaces de mer, l'évolution du Groenland, etc., de proximité les plus importants. C'est lui qui, sur la Terre, se réchauffe le plus vite, observé. Et c'est lui qui, quand il se modifie, a un impact, comme je le disais tout à l'heure, sur le reste de la circulation océanique. Sans compter, bien sûr, les impacts locaux sur les populations qui vivent là-bas et qui, même si elles ne sont pas très nombreuses, sont à prendre en compte, bien sûr. Et donc, moi, j'ai toujours pensé, s'il y a une zone océanique sensible, critique, et qu'il faut surveiller encore plus que les autres, c'est l'Arctique. Alors, je me permets de rebondir un instant. Est-ce qu'il ne faut pas alors s'inquiéter de l'ouverture progressive des routes maritimes subarctiques, le passage du nord-est et le passage du nord-ouest? Faut le surveiller. Je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Pour le moment, c'est pas très actif. Hein. Non. C'est pas très actif parce que, d'une part, ça reste dangereux. D'autre part, les prévisions météo dans ces zones-là sont pas très bonnes. Il y a même des zones, du point de vue de la bathymétrie, qui sont insuffisamment connues et il continue d'y avoir des glaces la majeure partie de l'année. Donc, c'est juste en certaines saisons. Mais c'est vrai que ces routes, et en particulier la route du nord-est, le nord de la Sibérie, sont de plus en plus utilisées en été, y compris d'ailleurs pour l'exploitation pétrolière de la Sibérie. Et je pense que dans ces zones, d'une part, il faut développer les outils de surveillance, d'intervention en cas de problème, mais ce n'est pas très facile parce que ce sont des eaux territoriales russes. Mais également, il faut petit à petit imposer des règles à cette navigation spécifique de cette zone pour minimiser les enjeux des accidents. Des bateaux plus solides, mais plus chers. Et puis aussi des moteurs, des motorisations qui ne soient pas au fioul. Une marée noire là-haut, ce n'est pas terrible. Et donc, il faut de plus en plus, je pense, introduire, et en fait, les réseaux internationaux qui s'occupent des conventions de navigation maritime ont ce sujet-là sur la table, c'est d'avoir des règles spécifiques pour l'Arctique. Merci. Alors, une question qui va intéresser et concerner tout le monde. Est-il préférable d'acheter du poisson sauvage ou du poisson d'élevage? D'abord, si vous avez du bon poisson d'élevage, je vous défie de faire vraiment la différence avec du poisson sauvage. Mangez les deux en même temps et vous verrez que c'est pas si facile. Mais bien sûr, si vous avez du poisson d'élevage avec une forte densité dans les cages et engraissé à toute vitesse, il sera moins bon. Alors, du point de vue environnemental, développement durable, j'ai tendance à penser que on peut faire du poisson d'élevage en réduisant la quantité de protéines animales, donc de poissons pêchés, qu'on leur donne. Il y a des approches consistant à donner des protéines végétales aux poissons d'élevage pendant une bonne partie de leur cycle de vie et de leur donner des protéines animales, qui est la base de leur alimentation habituellement et qui leur donne le goût, seulement en fin de cycle. Et ces techniques-là permettraient de réduire considérablement l'impact de l'élevage des poissons sur la pêche, parce qu'une grande partie de la pêche industrielle, est utilisée pour ça. J'ai dit une grande partie de la pêche industrielle est aussi utilisée pour de l'alimentation pour le bétail, ce qui est absurde. Il ne faudrait pas faire ça. Merci. Il y a une question qui me préoccupe depuis un certain temps, c'est la question des déchets nucléaires. Il y a des déchets nucléaires qui ont été jetés ou qui ont été entreposés volontairement ou non dans tous les océans. Il y a des cartes, on peut voir ça.
et y compris à des immersions faibles ou à proximité des côtes, auxquelles peuvent s'ajouter éventuellement des ogives nucléaires. Alors tout le monde connaît donc les lieux les plus inquiétants à ce sujet, c'est la mer de Barents, c'est la mer de Kara. Alors est-ce que c'est vraiment une bombe à retardement? Dans quelle mesure est-ce que ça menace les écosystèmes marins, voire l'humanité tout entière? Et est-ce que la communauté internationale est suffisamment active sur ce sujet? Alors, d'abord, des déchets en mer, des déchets industriels en mer, il n'y a pas que les déchets nucléaires. Il y a aussi, oui, il faut se rappeler qu'il y a tous les dépôts des armes chimiques de la Deuxième Guerre mondiale qui sont toujours au fond de la mer, dans des zones bien connues. Et du point de vue largage en mer des déchets nucléaires, on peut être franc, hein, parmi ceux-là, il y a les déchets nucléaires français dans la fosse du Casquet au large du Cotentin, qui sont dans des fûts, etc. Moi, j'ai toujours pensé que ce soit pour ces déchets chimiques ou ces déchets nucléaires, que les États concernés devraient mettre un programme en place, des programmes de récupération de ces déchets pour les entreposer de façon plus durable et contrôlable. C'est pas forcément des programmes massifs, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de le faire en un an. On peut décider de le faire sur 20 ans ou 30 ans, petit à petit. Ce qui se passe, c'est que ces fûts se dégradent et par conséquent, s'ils sont bien conditionnés au début, au bout d'un moment, ils deviennent moins bien conditionnés. C'était le cas d'ailleurs, c'est pour ça que je mentionnais les armes chimiques, c'est qu'il y a eu régulièrement, pour les armes chimiques qui étaient entreposées dans le nord, hein, au large des côtes du Danemark, il y a eu régulièrement des intoxications qui ont existé parce que des fûts avaient relargué leur cargaison. Et alors, est-ce que c'est, du point de vue des déchets nucléaires, un problème majeur? Alors d'abord, c'est vrai, c'est les Russes, et en particulier leurs sous-marins nucléaires, qui ont le plus gros déchet. Est-ce que c'est un problème majeur de pollution? Oui. On en trouve la trace de ces déchets nucléaires russes. Quand ça se relargue, c'est diffusé par les courants. On en trouve la trace en mer du Nord. Donc ça va assez loin, à des concentrations extrêmement faibles. Donc est-ce que c'est un problème écosystémique? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les concentrations soient telles que, à distance, la toxicité soit critique. À proximité, c'est une autre affaire. J'aimerais mieux pas y aller. D'ailleurs, les déchets nucléaires russes sur la péninsule François-Joseph, les Russes ne vous permettent pas d'y aller. Et d'autre part, est-ce que c'est un problème pour l'humanité? Si vous imaginez un problème de pollution radioactive posant un problème de santé majeur, je ne crois pas. Merci. Alors, je vois que le temps passe. On va essayer de respecter à peu près l'horaire dont on était convenu. On va prendre une dernière question. Est-ce que la pharmacopée tire parti des ressources marines? Bonjour Olivier. Oui. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, il y a une utilisation de ressources marines historique depuis longtemps, sous forme d'agar-agar et de choses comme ça, très classique. Et ce que fait la biotechnologie, c'est d'essayer d'identifier des espèces marines qui produisent soit des molécules, soit des principes actifs qui sont susceptibles de devenir des médicaments. Et oui, il y a une recherche pour essayer d'identifier ces molécules. Est-ce qu'il y a une grosse activité de production pharmaceutique tirée de ça? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas regardé ça depuis très longtemps, et donc je ne suis pas sûr de moi. Je sais qu'il y avait de la recherche pour faire ça, mais entre la découverte de molécules, c'est vrai sur les plantes continentales, et le développement de médicaments, d'une part, il se passe du temps, comme chacun sait, et d'autre part, il y a beaucoup de médicaments qui ne débouchent pas sur un gros marché. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse activité industrielle tirant parti des molécules marines. Mais
je peux me tromper parce que j'ai pas regardé ça depuis très longtemps.